Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des affiches publicitaires qui font recette. Alors, bien sûr, on est toujours sur notre thématique du boire et manger du champ à l'assiette. Et donc, je vais vous parler des affiches publicitaires, mais bien sûr des affiches publicitaires liées à la cuisine. Alors, ma collègue Agathe Austin, en début de saison, en début d'hiver, a fait une conférence sur l'évolution de la cuisine, c'est-à-dire la pièce de la cuisine à l'intérieur de la maison. Eh bien, moi, je vais vous parler de cette cuisine, mais de la manière dont elle est équipée. Et on va voir ensemble l'histoire de l'équipement en fait de ces cuisines. On va parler un petit peu d'alimentation aussi, puisqu'on parle du boire et manger. Alors, à travers ces affiches publicitaires, on va voir aussi comment elles fonctionnent, quel slogan, quel message elles font passer, comment elles vont se développer au fil de l'histoire. Et puis aussi, on va voir les messages d'avant, les messages de maintenant, parce qu'il y a toujours des affiches publicitaires. Est-ce que les messages ont vraiment changé? Voilà, c'est toute la question. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, comme je parle de la publicité, je vais évidemment évoquer des marques, mais la loi dit qu'il faut au moins en nommer 3. Donc là, il n'y a pas de souci, je vais en nommer plus de 3, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je peux du coup me lâcher. Alors, c'est l'avant-dernière conférence en fait, puisque la prochaine, c'est le mois prochain. Ça sera fait par Stéphanie, elle sera assurée par Stéphanie Lelay, et ça va parler des vignes, de l'homme et de la vigne sur l'île de Ré. Voilà, donc là, on est plus sur le côté insulaire. Alors, ben, c'est parti, donc on commence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une affiche publicitaire? Une affiche publicitaire, elle doit attirer le regard tout de suite, donc par un visuel, mais surtout par des couleurs. Elle va attiser la curiosité et elle va provoquer, a priori, l'achat. Donc, il faut un visuel percutant, parfois qui peut choquer même pour pouvoir attirer, ou alors une couleur vive qui va attirer l'œil. Il nous faut donc un slogan puissant, en quelques mots, pouvoir passer un message. Et puis ensuite, il faut quelques informations incontournables, soit des prix, soit des offres exceptionnelles pour attirer là encore le regard et donc s'intéresser et imaginer du coup la vente derrière. Voilà, donc en gros, on a tous les principes de l'affiche qui pourraient fonctionner. Alors, c'est un défi difficile, hein, parce que bien sûr, en quelques secondes, il faut pouvoir provoquer l'achat. Donc, ce n'est pas évident. Et puis, l'affiche a rencontré aussi d'autres médias en fait qui ont permis de faire vendre aussi des produits, et l'affiche publicitaire parfois est tombée un petit peu en désuétude, mais heureusement elle existe toujours. On va voir ça au fur et à mesure de la présentation. Alors on va remonter au Moyen-Âge, parce qu'en fait les affiches publicitaires au Moyen-Âge, elles n'existent pas. En fait, la publicité se fait par les crieurs. Les crieurs, ce sont des personnes qui peuvent être embauchées, enfin qui peuvent être nommées par le roi, par exemple, ou par des seigneurs. Et ces personnes vont crier sur la place publique, vont faire des annonces. Alors, ça peut être toutes sortes d'annonces, hein. Ça peut annoncer des actes officiels ou des lois ou des interdictions. Ça peut aussi nommer des ventes, ça peut annoncer des ventes de marchandises ou des lots. Donc, souvent, on crie sur la place et puis en arrière, il y a le commerçant derrière avec son étal. On peut aussi annoncer des objets perdus, des objets trouvés. Donc, la publicité, l'ancêtre de la publicité, eh bien, c'est la voix orale, c'est parler, c'est annoncer des choses importantes. Alors, vous voyez sur l'illustration, vous avez une personne donc, qui va parler ou qui va lire un texte. Vous avez la personne du milieu qui a un grand mât, en fait, qui va avoir par exemple un drapeau ou quelque chose qui va attirer le regard de loin pour que la population se rapproche. Et puis, le troisième personnage complètement à gauche de l'écran, eh bien, c'est une personne qui va jouer d'un instrument de musique pour, là aussi, attirer du monde. Voilà. Donc, les crieurs publics, c'est tout au long du Moyen-Âge et on va arriver jusqu'à la période de l'invention de l'imprimerie, bien sûr, puisque une fois qu'on invente l'imprimerie, on va pouvoir créer des supports assez facilement avec de la gravure, avec de l'image, et pouvoir faire une diffusion plus large. Puisque bien sûr, les crieurs sont à un endroit précis, sont sur une place précise, alors qu'elle, l'affiche, va pouvoir se divulguer un petit peu partout.
Donc, c'est vrai que l'affiche publicitaire, en tout cas l'affiche qui annonce des choses vraiment importantes, eh bien, ça va commencer sous François Ier. Et voyez cette phrase qui dit, François Ier dit, après avoir été annoncé à son de trompe et crié publiquement, les informations seront attachées au tableau. Donc, c'est là où on parle d'affiches. Et à l'époque, on n'appelle pas ça des affiches, on appelle ça des placards, puisqu'on les placarde, ce sont des affiches placardées sur les murs un petit peu partout. Voilà, donc c'est vraiment à partir de François Ier, mais c'est surtout à partir de l'imprimerie que l'affiche publicitaire va commencer. Ici, je vous ai mis deux exemples d'affiches. Une affiche entièrement avec des écritures. Vous voyez que là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de gros titres. On n'est que dans de l'écriture. C'est bien sûr l'affaire des placards. C'est la première affiche de l'histoire de France. C'est l'affaire des placards. Alors, pour resituer l'affaire des placards, on est au tout début du protestantisme. Cette affiche, elle a été imprimée en plusieurs exemplaires. Elle a été distribuée dans une nuit d'automne en 1534 en plusieurs exemplaires et affichée, placardée dans toutes les grandes villes de France. Alors, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la poste, donc tout s'est fait par transport, à cheval, avec des chevaliers qui allaient, en fait, des cavaliers, pardon, qui allaient déposer les affiches un peu partout. Et tout le monde était au courant de la machine à suivre, enfin de la procédure à suivre, et donc afficher ces placards sur tous les murs de la ville. Alors, bien sûr, ce placard est très célèbre puisque on a même eu un placard, on a même eu cette affiche placardée sur la porte de la chambre de François Ier. Donc là, on était vraiment dans une attaque du roi et surtout de son attachement, enfin de sa liaison avec l'Église, avec un grand E. Voilà, donc l'affaire des placards, c'est la première affiche publicitaire, mais qui n'est que écrite. Un petit peu plus tard, vous avez un autre exemple d'affiche publicitaire. Là, c'est plutôt de la propagande pour donner un peu les idées. Et ça s'appelle Le poids de la Bible. Donc, c'est une gravure qui est réalisée en 1562, en plusieurs exemplaires également, qui a été placardée aussi sur les murs de la ville. Et donc, ce poids de la Bible, il est intéressant. Donc, il est au musée, vous avez une reproduction, enfin, vous avez un original, pardon, au musée de Noyon, où j'ai guidé pendant plusieurs années. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, ça me fait un petit rappel de mon histoire perso. Donc, le poids de la Bible, là, c'est très intéressant parce que cette affiche, vous voyez, elle n'a aucun slogan publicitaire. Il n'y a pas de titre. Il y a un sous-titre avec une légende, mais c'est écrit en tout petit en dessous. Là, je l'ai coupé. Mais c'est écrit en tout petit en dessous, là, ici, là, à ce niveau-là. Il y a un bandeau, en fait. Et donc, le poids de la Bible, là, ça se passe de commentaires parce qu'on voit très bien, donc du côté droit, on a les protestants. Du côté gauche de l'affiche, on a les catholiques. Alors, les catholiques, bien sûr, sont affublés de tous leurs accessoires parce que là, on est du côté des protestants. C'est les protestants qui dénoncent et qui disent que leur religion, enfin, leur dogme est le meilleur. Donc, ici, vous avez tous les attributs, en fait, donc de l'Église catholique. Vous avez des clés, vous avez la Bible, vous avez l'encensoir, vous voyez sur la Bible, vous avez un moine qui essaye de faire contrepoids pour faire balancer, pour mettre le poids de la Bible de son côté, mais bon, ça ne marche pas. Et puis de ce côté-là, donc vous avez les protestants, on reconnaît très bien leur habit, et dans le poids, sur leur balance à eux, ils n'ont que la Bible. Et le poids va de leur côté pour dire que la Bible, c'est le seul objet, le seul intermédiaire qu'il y a entre Dieu et le fidèle. Et puis de l'autre côté, donc côté catholique, vous avez vu, il y a même ce petit diable qui vient leur donner un coup de main pour essayer de faire balancer, de faire mettre la balance de leur côté. Donc là aussi, affiche publicitaire, rien que par le visuel, c'est percutant, on n'a pas besoin d'expliquer davantage, on comprend tout de suite de quel côté est la publicité. Alors, passons maintenant à la suite. Et là, on va arriver en fait au 19e siècle. Donc, en fait, depuis l'invention de l'imprimerie, je fais des bonds dans le temps, vous m'excuserez, depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'au 19e siècle, l'affiche va prendre toute sa place. On est au début de l'imprimerie quand même, donc on commence à avoir des nouvelles techniques d'impression. On fait pas mal de gravures sur cuivre pour imprimer, mais en tout cas, la couleur, la lithographie va arriver donc au cours du 19e siècle.
Alors ici, je vous ai mis une affiche donc du Moulin au Moulin Rouge, parce qu'il y a eu beaucoup d'affiches pour les spectacles, les concerts, et puis après, plus tard, pour le cinéma. Et c'est là d'ailleurs que les affiches perdurent aujourd'hui. C'est plutôt aujourd'hui pour les spectacles, les concerts et les cinémas, plutôt que pour la vente de produits alimentaires ou de produits de consommation de tous les jours. Donc ici, vous avez une affiche au Moulin Rouge, donc avec un dessin de Toulouse-Lautrec. Et puis sur la droite, vous avez une représentation avec Jules Chéret, qui était un affichiste, qui était quelqu'un qui imprimait en fait les affiches et qui a mis en place, entre autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont travaillé sur ce système-là, qui ont travaillé la technique de la lithographie. Donc c'est un système d'impression sur pierre, avec une pierre pour chaque couleur. Je vais expliquer le procédé. Donc, Jules Chéret, vous le voyez ici, hein, je vous ai mis les dates, 1836-1932. Et puis, l'homme à côté de lui, eh bien, c'est Toulouse-Lautrec, donc qui va faire beaucoup d'illustrations pour les affiches, et notamment cabaret et spectacle. Alors, je vous ai dit le principe de la lithographie, un petit peu d'aspect technique, hein, je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolée, c'est mon côté métier d'art qui ressort. Alors, la lithographie, pour ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui connaissent, ben, ça fait un petit rappel. Le tout début de la lithographie, donc, c'est utilisé avec des pierres. Donc, ce sont des pierres calcaires assez massives qui font 7 à 8 cm d'épaisseur. Donc, c'est quand même un matériau assez lourd. C'est du calcaire très tendre qui se polit très facilement et surtout qui permet d'avoir une surface très, très plane. Donc, la première étape pour faire une lithographie, eh bien, c'est de poncer en fait les pierres l'une sur l'autre. Donc, pour ça, on va utiliser de l'eau et du sable très, très fin et on va les frotter l'une sur l'autre comme ça à plat. Donc, c'est un travail qui dure assez longtemps. Et puis, entre chaque lithographie, on va effacer le dessin de cette manière, toujours en frottant les pierres les unes contre les autres. Et du coup, on peut utiliser à l'infini ce support, puisque, vous voyez, vu l'épaisseur, en attendant d'avoir utilisé les 8 cm d'épaisseur, on peut quand même produire pas mal. Donc, on a cette surface plane, elle est bien lavée, bien rincée. On le voit très bien sur la photo de droite. Vous voyez, on a quelque chose de très, très plat. Et puis, la deuxième étape, donc, ça va être de faire le dessin sur cette pierre. Donc, on prend la pierre, on prend son dessin qui est à l'échelle 1, hein, ce n'est pas réduit, ce n'est pas augmenté. Ce n'est pas comme un ordinateur où on pourrait augmenter le dessin comme on veut ou le réduire comme on veut. Donc, le dessin est réalisé à l'échelle 1, mais il est réalisé à l'envers, puisque une fois qu'il sera imprimé, il sera du coup à l'endroit. Donc, il faut réaliser le dessin à l'envers. Et ce dessin, il est réalisé avec des crayons gras. Donc, vous voyez la photo sur la photo à droite de votre écran. Alors, on a plusieurs crayons avec différents gras. Plus c'est gras, plus l'encre va être noire. Et plus la mine est sèche, mais elle est quand même grasse, mais plus elle est sèche et plus vous aurez des gris clairs, voire presque blancs. Voilà, donc c'est l'idée en fait. L'idée, c'est de déposer une couche de gras sur la pierre. Ensuite, une fois que le dessin est fait, ce dessin va être recouvert d'un acide mélangé avec une gomme arabique et ça va fixer en fait le gras du crayon dans la matière, dans la pierre. C'est-à-dire que ça va faire pénétrer le gras dans la pierre. Ensuite, on va laver cette pierre, c'est-à-dire qu'on va retirer l'acide et on va surtout retirer le crayon de papier. Donc, vous voyez en haut à gauche, vous avez donc l'artisan qui est en train de passer de l'eau pour laver, pour enlever le crayon. Donc, en fait, le dessin va disparaître visuellement, mais il est encore là puisque tout le gras est incrusté dans la matière et incrusté dans la pierre. Et là, c'est là où la magie va opérer, c'est que quand vous allez revenir avec un rouleau encreur, donc sur la photo en haut à droite, on va déposer avec un rouleau, on va déposer l'encre. Le gras de la pierre va attirer le gras de l'encre, tandis que les parties acides, c'est-à-dire les parties qui ont reçu l'acide, et donc la pierre est poreuse, on va mouiller, on va mettre de l'eau régulièrement, et l'eau, en fait, va chasser l'encre. Donc, l'encre est attirée par le gras, mais elle est chassée par l'eau. Et du coup, l'encre ne se dépose que là où il y a eu le dessin. Ensuite, sur la photo en bas à gauche, eh bien, on pose la feuille délicatement
sur l'ensemble. Alors, vous voyez, j'ai pas pris les mêmes dessins, parce qu'il y a tout type de dessins. On dépose la feuille et ensuite, on la met sous presse avec un bras qui va venir se baisser et on va venir coulisser en fait sous ce bras, ce râteau, pour imprimer. Alors là, c'est pour un exemple en noir et blanc. Si vous avez de la couleur, eh bien, il faut imaginer une pierre par couleur. Donc, si on a du jaune, on va avoir une pierre où on aura dessiné que l'espace où il y a l'encre jaune. Si on a du rouge, on aura dessiné que la partie où il y a du rouge. Et donc, pour chaque couleur, une pierre. Donc, on peut imaginer la quantité de pierres qu'il faut. Alors, vous allez me dire, c'est un peu compliqué parce que quand on passe d'une pierre à l'autre, il faut caler le dessin. Oui, en fait, on va faire des petites marques sur la feuille et sur la pierre pour pouvoir toujours bien caler la feuille au bon endroit et qu'il n'y ait pas, vous voyez, des couleurs qui vont se chevaucher ou qui seront décalées. Donc, c'est un travail très précis. C'est un travail très long aussi parce qu'entre chaque couleur, il va falloir attendre que ça sèche pour pouvoir imprimer la suite. Donc, on peut faire plusieurs tirages comme celui-ci. Et puis, quand on a fini de faire les tirages, on reprend l'étape 1, c'est-à-dire reponcer les pierres. Voilà. J'espère que je suis claire pour tout le monde. Pour tout le monde, ça va. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route. Donc, voilà. Vous me dites si ça va, si tout le monde comprend. Bien. Allez, on continue. Donc, 19e siècle, évidemment, l'affiche, je vous l'ai dit tout à l'heure, va énormément se développer, surtout par rapport à l'imprimerie, mais aussi parce qu'on va vendre de plus en plus d'objets, de plus en plus de choses seront produites. Et ça va bien sûr avec la révolution industrielle. Alors, on a des nouveaux produits qui sont issus de progrès techniques. On a les usines qui vont produire en quantité incroyable, donc augmentation de la production. On a aussi la mode, les vêtements. Enfin, voilà, on va pouvoir trouver de tout en grande quantité et partout. Et on a aussi l'ouverture des très grands magasins. Et bien sûr, je ne peux pas parler du 19e siècle et de l'affiche sans parler de Mucha. Donc, c'est l'affiche qui est sur votre gauche, qui est très connue, de l'Art Nouveau, bien sûr, qui va exceller dans la publicité. Mucha, on va le voir partout. Voilà, avec cette ligne coup de fouet, ce fameux style Art Nouveau que l'on connaît très bien. Enfin, on reconnaît Mucha, en tout cas, sans problème. On a aussi les grandes expositions. Vous voyez au centre l'inauguration de l'exposition avec des billets en réduction, l'exposition universelle de Paris. Voilà, et tout le 19e et début 20e va être rythmé comme ça par des grandes expositions où on va mettre en avant les produits qu'on fait en entreprise, qu'on fait en usine. Alors, chaque pays, en fait, va utiliser l'affiche pour des thèmes particuliers. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif, un petit résumé. Donc, chaque pays va utiliser l'affiche pour célébrer les institutions culturelles uniques à sa société. Donc, en France, on va beaucoup faire la publicité des cafés et des cabarets. En Italie, ça va être beaucoup l'opéra et puis la mode, donc les vêtements. En Espagne, beaucoup les corridas et les festivals. En Allemagne, les foires et les magazines. Et puis en Angleterre et aux États-Unis, pas mal la bicyclette et le cirque. Les grandes périodes de l'affiche, après la Seconde Guerre mondiale, l'affiche va connaître une crise. Alors pourquoi elle connaît la crise? Tout simplement parce que le pays est en ruine et qu'on n'a plus rien à vendre. Ou si on a des choses à vendre, les gens n'ont pas d'argent pour acheter les produits. Donc, on ne fait pas la publicité d'un produit que les consommateurs ne peuvent plus acheter, ça c'est certain. Donc, l'affiche va vraiment couler et on va plutôt faire des affiches sur, par exemple, le transport, les chemins de fer. On va en avoir beaucoup après-guerre. Ensuite, dans les années 60-70, alors fin 60, début 70, donc ça va avec 1968, l'affiche va être le seul moyen d'information libre et rapide, puisque en fait l'information normale par les autres médias, surtout notamment par la radio, est contrôlée par l'État. Donc les affiches là vont revenir en actualité, elles vont revenir au goût du jour parce que c'est le seul moyen de s'exprimer librement sans avoir le filtre de l'État. Et puis ensuite, dans les années 80-90, là, l'affiche publicitaire va être remplacée peu à peu par d'autres médias, donc la radio qui était déjà existante, la télé de plus en plus, visuelle maintenant, puisque tout le monde a accès à la télé, enfin quasiment, on va dire. Et donc, l'affiche va plutôt devenir un extrait du spot publicitaire, c'est-à-dire qu'on va faire comme une capture d'écran
Et puis, on va rajouter le slogan percutant. On va mettre ça dans les gares, dans les arrêts de bus. Mais c'est plutôt un extrait maintenant d'une affiche, enfin d'un spot publicitaire. Par contre, elle reste très présente pour la culture, notamment pour le cinéma, les spectacles, et puis aussi, il y a eu les fameuses destinations de voyage. Alors, bien sûr, cette dernière ligne, on aimerait tous retrouver nos affiches de cinéma et de spectacle. Ça annoncerait, bien sûr, la réouverture de tous ces lieux culturels. Alors du coup, maintenant, on va faire ce... Donc maintenant que je vous ai fait cette petite présentation historique de l'affiche, brossée rapidement, vous m'en excuserez, mais je dois tenir en 3/4 d'heure. Et bien maintenant, je vais vous présenter les affiches d'hier et d'aujourd'hui qui font recette, donc cette fois-ci spécialement pour la cuisine, son aménagement et le bien-être du cuisinier et de la cuisinière, mais plutôt la cuisinière au départ. Alors, je ne pouvais pas parler des affiches publicitaires sans parler du mobilier de cuisine. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on n'était que 2, mais il n'y avait que 2 participants. Mais j'ai dit au tout début que Agathe Austin, ma collègue, en début de saison, a fait une conférence aux petits oignons sur la place de la cuisine dans la maison, c'est-à-dire la pièce. Et bien là, maintenant, je vais vous parler de son intérieur, l'intérieur de cette pièce et son aménagement avec le mobilier. Et la première publicité que je vous présente, c'est la publicité Formica. Alors, Formica, eh bien, c'est une marque qui a été mise au point en 1912. Et c'est en fait un système, vous connaissez tous les cuisines Formica, je pense, soit vous en avez encore une, soit c'est vos parents ou vos grands-parents qui en ont encore une, ou peut-être que maintenant elle sert dans une arrière-cuisine ou un garage pour ranger des outils, ça c'est tout à fait possible, parce que ça tient le coup, hein, les cuisines Formica, ça dure dans le temps quand même. Alors, c'est fait par un principe donc, de mélaminé. Le mélaminé, c'est une poudre en bois qui est mélangée avec un plastique thermoformé. Et donc, ça crée des panneaux en fait, de particules très faciles à réaliser, qui ne coûtent pas cher. On peut avoir des couleurs flashy hein, sur la partie supérieure du plastique et ça résiste dans le temps. Voilà. Donc, c'est très facile à concevoir. On crée des caissons avec des portes, un peu la cuisine Ikea à l'ancienne. Donc, c'est voilà, pas cher, c'est vraiment des avantages intéressants. Et donc, ici, sur cette publicité, on va mettre en avant d'abord la modernité. Vous voyez, c'est les premiers mots qui apparaissent en haut de l'affiche. Pas de cuisine moderne sans Formica. Donc, c'est d'abord la modernité. Ensuite, on va parler de gaieté nouvelle avec donc des couleurs très sympathiques. On va parler d'un confort nouveau, d'une ambiance nouvelle. Et donc, tout ça, ça rentre dans la cuisine. Et regardez cette femme, mère de famille, a priori, on imagine que la petite fille à côté est son enfant. Eh bien, cette mère est souriante, elle est ravie de cuisiner dans sa belle cuisine Formica, qui est pratiquement équipée à 100%. Je dis pratiquement, parce que regardez à gauche, vous avez un emplacement libre pour le lave-vaisselle. Vous voyez ici, voilà, donc il est laissé libre. Alors, elle n'est pas encore équipée, madame, mais ça ne serait tardé. On met en avant le petit mobilier, donc le tabouret sur lequel elle est assise. Regardez, on le met en avant, vous voyez, un peu comme une image superposée. On a la fenêtre derrière elle, au centre de la composition, des petites plantes sur le côté quand même. Et puis, on a la vaisselle, la gazinière autour d'elle, la vaisselle qui sèche. Elle regarde sa fille, bien sûr, elle est bienveillante. Sa petite fille aussi, elle sourit. Elle nous prend à témoin. Regardez, cette petite fille, elle nous regarde en disant « Oui, oui, maman est bien installée et elle cuisine bien ». Voilà, elle est assise au milieu de sa pièce, elle est ravie. L'homme n'est pas présent du tout dans cette publicité, il n'est même pas suggéré. Le store est fermé. Vous verrez dans d'autres publicités où le store est ouvert et on voit monsieur à l'extérieur. Et puis, à côté, une affiche publicitaire, Xina. Alors, je vous ai dit en début, hein, je citerai des marques, mais comme j'en cite plus de 3, j'ai le droit. Donc ici, une publicité Xena très intéressante au niveau du slogan « Ma recette du bonheur ». Donc le « ma », est-ce que c'est la dame qui parle, présente sur l'affiche? A priori, oui. Et cette femme, eh bien, elle est exactement comme la publicité à côté. Vous voyez, pourtant, on est quand même quelques années plus tard. Hein. Là, on est dans les années 50. Et puis ici, on est dans les années 2000, 2010 même, je crois.
Donc là, très intéressant, cette femme, elle n'est pas assise, elle est debout, elle est en train de bercer du pied son nouveau-né, puisque vu la taille du cosy, on imagine que l'enfant a quelques mois. On a le doudou par terre, à mon avis, le doudou, il n'est même pas capable de le tenir, enfin voilà, je pense qu'il est quand même assez jeune. On a ici la sacoche de l'ordinateur portable qui est posée sur l'îlot central. Donc, vous voyez ici la table pour Formica qui sert d'îlot central, mais qui sert aussi de table pour manger. Et bien là, c'est devenu un îlot central. On a la présence de l'ordinateur, bien sûr, puisque madame travaille à la maison. A priori, elle fait du télétravail. Elle doit être en visio, là. Et puis, vous avez donc ici son bras qui est bien tendu derrière elle. Alors déjà, pour tenir la position, là, j'avoue qu'il faudrait que j'essaye ce soir en cuisinant, mais ça ne va pas être facile. Et donc, en fait, elle est en train de mélanger. Et vous voyez qu'elle utilise quand même un grand faitout. Donc, on imagine qu'elle cuisine quand même une quantité importante de nourriture. Là, pareil, au niveau de la composition, on se retrouve comme sur la publicité des années 50. On a la fenêtre au centre, on a la petite plante dans l'angle. Regardez comme c'est incroyable. En fait, tous les codes sont repris. Et donc, on a cette femme qui a l'air très épanouie puisque elle aussi, elle est en train de sourire. Voilà, moi, je sais que si je m'occuperais et du travail, et de la cuisine, et de mon enfant de 2 mois, je ne sais pas si j'aurais le sourire, mais voilà, en tout cas, là, c'est le cas. Le store est ouvert, on a une vue sur le jardin, mais là encore, l'homme n'est pas présent. Donc, voilà, en tout cas, il n'est pas présent dans la cuisine. Alors, au niveau du slogan, donc on a Ixina, ma recette du bonheur, et on a ici l'offre exceptionnelle, bien qu'elle ne soit pas détaillée, on n'a pas du tout conscience du prix, donc ça amène à la curiosité, et donc il faut aller se renseigner, aller un peu plus loin pour savoir ce qui se passe. Et puis, autre mobilier, les cuisines, donc là, c'est les cuisines Schmitt. Alors là, très intéressant, parce que là, on oublie la femme, on oublie l'enfant, on se consacre, l'homme peut être aussi dans la cuisine. Mais si il est dans la... Alors, je vois, l'ordi, c'est probablement pour lire la recette sur Internet. Mais oui, c'est certainement ça. C'est certainement ça, j'y avais pas pensé, mais c'est certainement pour la recette, en effet. Alors là, pour la cuisine de Schmitt, c'est intéressant parce que du coup, c'est l'homme qui est dans la cuisine, la femme disparaît, l'enfant disparaît, faire la cuisine, ça disparaît aussi, puisque là, l'homme est en train de manger. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'homme est dans la cuisine, eh bien là, on est à flanc de falaise. Voilà, c'est-à-dire qu'un homme pour être dans la cuisine, c'est de l'escalade, c'est la peur du vide, c'est aller à l'extrême. Voilà, on n'est pas juste un homme qui va cuisiner pour sa famille. Non, on est un homme qui mange une tartine de je ne sais pas quoi. Alors, il y a quand même la cafetière, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a la cafetière ici italienne, il y a la tasse de thé, la petite assiette qui attend. Voilà. Donc, cuisine équipée, mais à flanc de falaise, c'est un homme là qui mange. Donc, c'est intéressant aussi de voir cette utilisation de la cuisine différente. Et puis ensuite, je vais vous parler maintenant de la cuisinière. La cuisinière, alors pas celle qui cuisine, la cuisinière, l'objet la cuisinière, donc qu'on peut appeler aussi la gazinière. Alors, les gazinières, eh bien, elles arrivent dans les années 1880-1885, donc ça arrive quand même assez tôt, et ça va remplacer la cuisinière à charbon petit à petit, bien que la cuisinière à charbon soit utilisée encore dans les années 20, 1920. Alors, la différence, évidemment, entre une gazinière à charbon, enfin, entre une cuisinière à charbon et une cuisinière au gaz, c'est évidemment la température qui va pouvoir être régulière, puisque le charbon, on imagine que quand on charge de charbon, la température va monter d'un coup, puis tout d'un coup, elle va descendre. Voilà, donc ça peut être compliqué pour des cuissons. Ça peut être compliqué aussi pour cuisiner des grandes quantités. Donc là, l'idée du gaz, c'est d'avoir une température régulière constante. Et puis, on fait aussi, bien sûr, une économie d'énergie. Alors, c'est Monsieur Sharp qui va organiser, donc dans les années 80, une expo pour 1880-85, qui va organiser une expo et qui va présenter en fait sa cuisinière à gaz. Et il va démontrer lors de l'exposition qu'on peut cuisiner pour une centaine de personnes avec une température régulière, facile à maîtriser. Voilà. Donc, c'est une révolution, bien sûr, et tout le monde veut une cuisinière au gaz.
En 1920, eh bien, va arriver le raccordement des installations de gaz, donc un raccordement au gaz pour les maisons. Donc 1920, ça va commencer, ça va se mettre en place. C'est pas encore systématique, mais ça se développe pas mal. Et c'est la Société de gaz à Paris qui va lancer un concours pour dessiner la nouvelle gazinière qui va être raccordée au gaz, puis ensuite raccordée à l'électricité. Donc, on voit cette gazinière, vous voyez, ici, sur ce modèle-là, et celui-ci, c'est quasiment le même. Vous voyez, il y a juste les pieds qui vont changer. Hein. Bien sûr, ça suit un style, ça suit une mode. Donc là, c'est intéressant. Vous voyez, on a l'apport en gaz. Vous voyez, on a le robinet avec le gaz qui arrive ici par le tuyau. On voit le four derrière où on peut cuire plusieurs choses. Là encore, la présence de la femme avec son tablier, chaussures à talons quand même, s'il vous plaît. La petite fille prête à regarder et à manger, dévorer la brioche. Et puis, sur la photo, donc là, on est plutôt après-guerre pour la cuisine électrique. Et au niveau des affiches, on est plutôt dans, vous voyez, des dessins comme ça, très stylisés, très simples. On va à l'essentiel. Et là, c'est intéressant parce que vous avez la gazinière qui est donc branchée. C'est une cuisinière électrique. Mais vous voyez que la cuisinière, la ménagère, elle est branchée aussi. Voilà, je ne sais pas quel message se cache derrière, mais en tout cas, la femme est branchée, comme la cuisinière, comme la gazinière. Et puis, pour finir cette présentation sur les gazinières, les cuisinières et les fours, eh bien là, c'est la présence de l'homme qui cuisine. Là aussi, l'homme, comme l'homme prend la place, la femme, du coup, disparaît. Et l'enfant, pas tout à fait, il est encore présent. Alors, on a cet homme, vous connaissez toute cette publicité. C'est plutôt une publicité télé, mais il y a eu des captures d'écran justement pour faire des affiches publicitaires. Donc, c'est les plaques Bosch. Voilà, donc les plaques à induction Bosch. Et on voit cet homme-là qui nous fait un sourire, qui est ravi de cuisiner apparemment. Il a un physique assez intéressant, j'avoue. Voilà, donc il est en train de cuisiner dans sa cuisine équipée et surtout, c'est une pub Bosch. Donc, il y a aussi le lave-vaisselle hein, dans cette publicité. Et puis, sur la droite, c'est une affiche pour les cuisinières de la marque Miel. Et là, on voit l'homme en train de gérer la cuisson d'un poulet avec sa petite fille, on suppose sa fille assez grande quand même, qui regarde avec attention ce poulet qui va bientôt finir dans son assiette. Vous avez remarqué la taille du poulet. Je pense qu'il y a plusieurs personnes invitées à table. Là, le poulet, il est énorme. Je ne sais pas combien il pèse, mais bon, c'est énorme. Et maintenant, on va parler de la vaisselle. Parce que quand on a une cuisine et quand on cuisine, il faut faire la vaisselle. Première affiche, qui n'est pas une affiche publicitaire, c'est une affiche scolaire. Ce sont des affiches qui sont utilisées dans les écoles pour les cours, les différents cours. Donc là, c'est un cours sur comment tenir sa maison propre. Donc, ce sont des cours qui étaient réservés aux filles. Hein. Certains d'entre vous ont peut-être connu ça. Moi, ma maman m'a toujours dit qu'elle avait pris des cours de cuisine, de couture, voilà, pour apprendre à gérer une maison. Donc, laver la vaisselle, c'est utiliser donc un évier à 2 bacs, c'est quand même mieux, une bassine dans chaque bac avec une bassine d'eau bouillante pour rincer, puis la bassine donc d'eau bouillante savonneuse pour laver bien sûr avant. Alors, c'est intéressant parce que quand on regarde aujourd'hui dans la réalité les générations qui font la cuisine, moi, ma grand-mère, par exemple, utilise toujours une petite bassine pour rincer. Elle ne remplit pas son bac d'évier, en fait. Elle utilise toujours une bassine. Ma belle-mère aussi, la mère de mon mari, utilise aussi une bassine savonneuse et une bassine pour rincer. Bon, ben moi, je fais la cuisine. Enfin, moi, j'ai un lave-vaisselle déjà, donc je ne fais plus la cuisine. Voilà, c'est la différence. Donc, on voit dans la partie inférieure la manière dont on va laver les différents ustensiles. Donc, la bouteille, bien sûr, on utilise un goupillon. Attention pour l'argenterie, pour le futage du couteau, hein, parce que c'est la femme qui apprend à affûter le couteau. Et puis, on a la laine d'acier aussi pour laver l'aluminium. Donc, ça, c'est vraiment dans les écoles. Autre affiche publicitaire, enfin pas publicitaire, mais encore une fois une affiche d'école. On voit cette femme en train d'essuyer sa vaisselle et puis surtout de la faire briller. Donc, elle doit certainement utiliser un petit produit pour que ça brille plus. C'est l'arrivée de l'inox. Et là, regardez, elle est dans sa cuisine. Et là, le store est ouvert. Et on voit bien dans le jardin, monsieur, lui, fait briller sa voiture.
Voilà. Donc, chacun est occupé, va qu'à ses occupations. Madame fait briller la vaisselle et monsieur fait briller la voiture. Ça brille de partout, même les dents. Il manque une petite étincelle au niveau de la dent. Mais voilà, on y est. La famille parfaite et la femme, bien sûr, ravie d'avoir une vaisselle aussi brillante. Allez, invention du lave-vaisselle. Ça y est, on y est. 1850, premier lave-vaisselle. Alors, il ne lavait pas la vaisselle. En fait, il la rinçait. Donc, c'était un système de cuve où on envoyait l'eau d'une manière assez puissante. Et donc, ça rinçait la vaisselle. Et après, il fallait la laver quand même à la main. Mais on avait déjà cette idée-là de la rincer. Donc, 1850, c'est Joel Hoopton qui l'invente, qui la met au point. Donc, c'est un homme qui pense quand même à imaginer comment on pourrait laver la vaisselle avec une machine. On attend 1886, c'est Joséphine Cochran qui va inventer le premier lave-vaisselle. Donc, on la voit ici, 1886. Hop là, je passe sur mon autre écran. Voilà, 1886 ici. Et donc, on voit une photographie de l'utilisation. Alors, c'est une roue en fait horizontale qui est posée sur une chaudière en cuivre. Il y a un moteur à gasoil à l'intérieur du meuble. Donc, ça fait chauffer en fait cette cuve-là. On y intègre l'eau manuellement. Donc, vous voyez par le robinet, par un tuyau, on a l'eau qui va arriver. Et donc, on va laver la vaisselle comme ça. Donc, c'est des petites quantités de lavage. Vous voyez, ça se pose en fait sur le plan de travail. Donc, c'est petit. Il va falloir attendre 1913 pour avoir un moteur électrique dans le lave-vaisselle. Et il va falloir attendre 1924 pour avoir les bras intérieurs, vous savez, ces espèces d'hélices qui vont projeter en fait très vite l'eau et qui vont permettre de décrasser la vaisselle. Alors, il y a toujours le débat aujourd'hui. Est-ce qu'on rince la vaisselle avant de remplir son lave-vaisselle? Ça, c'est chacun fait un peu comme il veut. Ici, affiche publicitaire, très intéressante. On voit l'homme tout de suite. Parce que dès qu'on parle d'une machine avec un moteur, on y met un homme. Donc là, on est dans les années 70. Vous reconnaissez très bien la tenue vestimentaire de cette période. Donc, c'est les lave-vaisselle vedettes. Et alors, je vous ai grossi tout le texte en fait qu'il y a. Donc, de deux choses l'une, où les hommes font la vaisselle, où ils ont des remords. Alors, ils offrent à leurs femmes la nouvelle machine à laver la vaisselle vedette. Donc, vedette Super 124, 12 couverts, tout efficace et même plus efficace qu'un lavage manuel. Lavage en eau très chaude, 60 degrés, plus chaude qu'une vaisselle faite à la main. Lavage en eau épurée, blablabla. Donc, il y a tout le système. Et puis, à la fin, la dernière phrase, voilà comment les hommes, entre parenthèses, et les femmes refont leur vie avec vedette. Vous avez vu, j'aurais pu faire de la pub en fait. Et ici, dernière publicité, donc très moderne, du lave-vaisselle. Alors là, on ne met pas en valeur le lave-vaisselle, en fait, la marque du lave-vaisselle, mais on met en valeur le produit de lavage pour laver efficacement. Donc du coup, on est plus dans l'idée de faire de la pub pour le produit de lavage que pour la marque du lave-vaisselle. Et donc là, pareil, la femme disparaît. Alors, ce qui est rigolo, c'est que soit on a la femme, soit on a l'homme. C'est très rare quand on a les deux. Mais je vous ai mis quand même quelques exemples dans la conférence. Donc là, l'homme très souriant, qui discute avec sa fille, assis sur le rebord, elle est en train de prendre son petit déjeuner, et tout sourire, il vide le lave-vaisselle. Alors moi, je ne comprends pas, parce que mon mari, quand il vide le lave-vaisselle, il n'est pas souriant. Et alors, mes enfants, encore moins. Ils n'ont pas du tout le sourire pour vider le lave-vaisselle. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, nous allons parler de l'arrivée du réfrigérateur, le frigo. Alors, le frigo, avant, on conservait les aliments dans des pièces fraîches, donc les celliers, les arrière-cuisines ou les caves. Ensuite, au moment de la Renaissance, on va aller en hiver sur les lacs gelés pour casser, comme dans la Reine des Neiges, pour casser des glaçons et les stocker pour conserver. Et puis, il va falloir attendre 1834 pour l'invention du frigo. Donc, c'est Jacob Perkins qui va inventer un système de compression de vapeur à l'éther pour faire un système de refroidissement. Donc, c'est une pièce frigorifique qui est assez importante, qui ne rentre pas dans une cuisine. Ensuite, il va falloir attendre 1850. C'est Ferdinand Carré qui va mettre au point un système à eau avec de l'ammoniac. Donc, toujours pareil, un système de moteur qui va refroidir le liquide
et qui va permettre d'avoir un habitat, enfin d'avoir un contenant froid. Ensuite, on a 1858 avec Charles Tellier, donc c'est assez ancien quand même le frigo. Charles Tellier, donc avec une circulation au gaz plus ammoniac. Et puis 1952, eh bien, les premiers frigos vont arriver dans les maisons. C'est une moyenne, puisque bien sûr, parfois on ne l'a pas encore et parfois on l'a depuis un moment. Alors, ce qui est intéressant dans les affiches publicitaires, c'est que le frigo est représenté tout seul. Vous allez voir avec les affiches d'après, le frigo n'est pas mis en situation dans une cuisine avec la gazinière à côté ou les meubles ou une table devant ou une chaise. On a vraiment le frigo tout seul. Là, on a quand même le carrelage, vous voyez le dessin du carrelage en perspective. Hein. Bon, donc on sent qu'il est quand même dans une pièce, mais le fond est complètement jaune uni. Voilà. Donc le slogan là, principal, c'est « J'ai le froid chez moi ». Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas parler de la qualité de la cuisine ou la qualité de celle qui cuisine. On va parler en fait du budget, de l'économie. Donc, mon budget ravitaillement a diminué de 20%. Ben oui, parce qu'on peut stocker, on peut garder les aliments, donc on arrive à réduire ses dépenses. Ensuite, au lieu d'acheter au jour le jour, donc là, on met d'abord en avant l'économie, puis ensuite, on met en avant l'organisation et le gain de temps. On n'est plus obligé d'aller faire ses courses au jour le jour. Maintenant, on peut stocker, donc on peut prévoir ses jours de courses. On fait ses courses le jour du marché pour avoir, bien sûr, la promo du jour. Hein, parce que là aussi, on revient à l'économie. On achète des quantités plus importantes parce qu'encore une fois, on peut stocker. Donc, c'est encore une fois un gain de temps. Et bien sûr, on ne perd rien. Il n'y a plus de gaspillage. Donc là, au niveau du frigo, on va mettre vraiment en avant l'aspect économique parce que c'est quand même madame qui tient les comptes. Regardez, elle a son carnet de comptes et elle tient les comptes à la maison. À l'époque, voilà, c'était la femme qui s'occupait des comptes à la maison. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. On a quand même cette petite main, là, vous voyez, tendue avec un verre et des glaçons. Est-ce pour madame, une fois qu'elle a fait ses courses et qu'elle a tout rangé dans son frigo, ou est-ce pour monsieur? C'est une bonne question. On passe au pub d'après, donc un peu plus tard, Frigo Géco. Alors là, on n'est plus dans l'économie et l'écologie, de ne plus gaspiller, un gain de temps, etc. Là, on est dans le confort de monsieur. Regardez le slogan, pour le réconfort, entre guillemets, qu'il a bien mérité. Et madame vient d'offrir un verre à son mari, bien frais a priori, puisqu'on voit le frigo en arrière-plan. Là encore, vous voyez, il est tout seul. Il n'est pas intégré dans une cuisine, il est tout seul avec un fond noir et il est entrouvert et la lumière vient du frigo. C'est la lumière du frigo qui éclaire la scène. Donc, madame, bien sûr, penche au-dessus de son mari, souriante. Elle est évidemment bienveillante. Elle fait attention à son bien-être et à son confort. Et puis, une pub beaucoup plus moderne ici, donc LG électroménager, un petit pas pour l'homme, un bon pour sa femme. Alors moi, ça m'a fait rire. Et là, mon mari me dit, il me dit, ben non, mais là, on est en train de considérer l'homme, en fait, comme la femme, l'homme aussi est utilisé voilà, comme produit. Voilà, bon, ça se passe de commentaires, de genre, on ne sait pas pourquoi il est en survêtement, pourquoi il est en sous-vêtement, pardon, pourquoi il a fait ses courses dans cette tenue, on ne sait pas. En tout cas, il est à genoux et il vient ranger ses affaires dans son frigo. Là encore, regardez la mise en scène. Le frigo, il est tout seul. Il n'y a pas de cuisine autour. Donc là, c'est un grand mystère. Ensuite, les robots pour cuisiner. Alors là, on est dans une affiche scolaire. Ici, on voit le robot pour cuisiner, donc le batteur électrique au centre. Hein. On a différents fouets qui peuvent se mettre suivant la cuisine que l'on fait. Et donc, voilà, les sauces et les découpages. Donc, on voit madame, alors là, elle n'a plus de tête. Quand elle faisait la vaisselle, il y avait la tête. Là, il n'y a plus la tête. Donc, il y a un gros plan sur ses gestes. Donc, pour faire la béchamel, on utilise du beurre, de la farine et du lait. Pour la mayonnaise, on utilise le vinaigre, le jaune d'œuf sans germe. Oui, j'avais pas vu ça. Sans germe, l'huile, le sel et le poivre. Pour le gigot, voilà comment on coupe en tranches. Pour le poulet, voilà comment on coupe. Et puis pour ouvrir les huîtres, puisque c'est madame qui ouvre les huîtres également. Donc ça, c'est une publicité aussi pour l'école. Premier robot
alors qui n'est pas multifonction, mais quand même, il a le mérite d'exister. Le premier robot Bosch, donc sur la publicité de gauche, c'est le premier robot qui existe, qui permet en fait de trancher, hacher et mixer. Madame est bien contente d'avoir ce robot à la maison. Sur l'affiche publicitaire du milieu, donc c'est la publicité Moulinex. Pour elle, un Moulinex, pour lui, des bons petits plats. Voilà, donc monsieur est très content, hein, bien sûr. Les cadeaux lui permettent d'avoir d'avoir des bons petits plats. Alors, vous voyez, on a plusieurs moteurs en fait, hein. On a un moteur avec des accessoires qui viennent s'emboîter dessus pour pouvoir faire différentes choses. On a un autre moteur ici, donc c'est pour le sèche-cheveux. Ici, on a le batteur avec plusieurs fouets. Donc, en fait, on se retrouve avec plusieurs machines à stocker avec plusieurs ustensiles. Et puis, la marque Peugeot après. Alors là, la femme a disparu, l'homme a disparu, et c'est l'enfant qui parle, qui est ravi, hein, à mon avis. Et le slogan, c'est papa a sa Peugeot, donc la voiture, et maman a ses Peugeot, c'est souligné. Parce que quand même, elle a plusieurs Peugeot, mais ce n'est pas plusieurs voitures. Elle a plusieurs outils, plusieurs robots pour cuisiner. Donc, on voit cet enfant en train de se régaler avec un bon gâteau, à mon avis. Et donc, on voit la succession, vous voyez, d'objets qu'on peut avoir pour équiper sa cuisine. Autre publicité, toujours Moulinex. Alors, Moulinex, ils sont très, très forts pour l'utilisation de la femme ou de l'homme ou de l'enfant. Alors, Moulinex, là, on est dans les années 90 et on voit cette femme fatale. Hein. Là, on n'est pas dans la femme, c'est pas une femme, elle peut cuisiner, hein, pourquoi pas, mais là, en tout cas, elle n'est pas représentée en tant que cuisinière, elle est plutôt représentée comme très belle femme, mannequin, maquillée, bien habillée, bien coiffée. Elle nous regarde franchement. Et elle dit, donnez-moi une raison de cuisiner. Eh bien, sur la partie droite, eh bien, Moulinex, en voilà 3. Donc, on a les 3 robots différents pour pouvoir cuisiner. Alors là, on n'est pas dans l'idée de cuisiner mieux, on est plutôt dans l'idée de cuisiner rapidement. C'est-à-dire, les machines le font pour vous, c'est facile, donc vous pouvez très bien continuer à cuisiner. Ensuite, Moulinex, là encore un peu plus moderne, donc dans les années 2000, même 2010. Et là, on a Moulinex, pas pour être une femme d'intérieur et de cuisiner et d'être femme au foyer. Là, on est plutôt dans l'idée cuisiner comme des chefs. Donc, la femme peut être aussi une chef pâtissière. Et donc, on a cette chef pâtissière, hein, qui est en habit et qui va dire, ben, on cuisine comme un chef à la maison. Et puis, autre robot, donc là, c'est plutôt que le blender, mais on peut imaginer qu'on va mettre d'autres ustensiles au-dessus du moteur. Et là, on a cette fois-ci la représentation du couple. Donc, le couple est en arrière-plan, vous voyez, en flouté, on a toujours la présence de la fenêtre, c'est important, la vue sur le jardin. Donc là, monsieur n'est plus dehors en train de briquer sa voiture, il est à l'intérieur et ils sont en train de manger une délicieuse soupe. Et bien sûr, en premier plan, on voit tout ce qu'il est possible de faire avec cette machine. Donc, on est toujours dans de la publicité Moulinex. Donc, on voit très bien l'évolution, vous voyez, des publicités, hein, entre le début Moulinex pour faire plaisir au mari, l'indépendance de la femme, et puis ensuite cuisiner vraiment comme un chef et cuisiner en couple, cuisiner ensemble. Et ensuite, on va parler de la cocotte. Alors, vous avez vu, j'essaie de faire des slogans publicitaires moi aussi. Donc là, j'ai mis le titre « La cocotte, ça mijote ». Parce que là, on a la cocotte minute, mais après, on a aussi la cocotte en fonte, bien sûr, avec de très belles marques françaises qui nous permet de cuisiner, de mijoter longtemps. Alors, la cocotte ça mijote, eh bien, elle est inventée en 1950. C'est les frères Lescure qui vont inventer la cocotte minute, et c'est de la marque Seb. Donc, c'est une invention française. Et cette cocotte, elle a été présentée lors d'une exposition des arts ménagers en 1953. La première année qui a suivi l'exposition, il y a eu 130 000 cocottes minutes de vendues en un an, donc c'est quand même assez important. La 6e année, donc au bout de 6 ans, on a 500 000 cocottes minutes fabriquées et donc vendues. Et au bout de 20 ans après, la cocotte minute se vend toujours puisqu'on vend 1 million de cocottes minutes dans une année. Donc, c'est énorme. Et donc, ça, voilà, la cocotte minute, c'est toujours aussi pratique. Ça permet de cuire assez rapidement. Et bien sûr, je vous ai mis alors l'affiche publicitaire donc de gauche, hein, monsieur,
Vous qui aimez la bonne cuisine, offrez-lui une super cocotte. Du coup, cocotte, on ne sait pas trop, c'est un double sens aussi. Est-ce que c'est l'ustensile de cuisine ou est-ce que cocotte, c'est la femme, hein, ma cocotte. Bon, ça, c'est à vous de voir. Et puis, l'affiche publicitaire donc, sur la droite, là, c'est intéressant aussi parce que du coup, ce n'est pas monsieur qui offre, c'est les enfants pour la fête des mères. Hein, on a un lot cocotte minute plus la cafetière. Je vais en parler tout à l'heure. Ensuite, on a eu une évolution un petit peu dans le design de la cocotte minute avec cette cocotte minute offrez des fleurs. Donc là, on n'est pas dans offrir un bouquet de fleurs, on est offrir des fleurs qui sont dessinées sur la cocotte minute. Bon, pourquoi pas. Et puis, la publicité qui est à droite, que j'aime beaucoup, là, ce sont que des hommes qui présentent les cadeaux gastronomiques qu'on peut faire à madame, en effet. Mais ce sont que des hommes qui la présentent. Donc, on a le gaufrier, on a la cocotte minute, on a la cafetière, enfin voilà, on a quand même pas, et la friteuse en dessous. Voilà, donc on a tous les ustensiles. Et là, sur la publicité, on n'est plus dans une cuisine, on est sur une présentation vraiment, voilà, on a des personnes qui posent avec l'ustensile. Ensuite, je vais vous parler de la cafetière qui arrive dans nos cuisines. Alors, la première cafetière, elle est en céramique. J'ai ma responsable qui me dit que ça fait déjà 1 heure que je parle. Excusez-moi, je suis très longue. Donc, je vais accélérer. Donc, la première cafetière, elle est en céramique. Elle est créée en 1895. 1830, on va inventer la cafetière à dépression, c'est-à-dire qu'on va inverser l'eau. En fait, l'eau avant était en haut et elle s'infusait à travers le café et elle descendait dans le récipient du bas. Ensuite, on va inverser, c'est-à-dire que l'eau claire est en bas, elle est chauffée par le dessous, elle passe à travers un filtre et le café se retrouve dans le récipient supérieur. Donc ici, on a une publicité en fait sur la cafetière, donc assez ancienne. On a ensuite, ici dans les années 30, 40, 50 et 70, on a la publicité sur le café, donc avec les fameuses cafetières aussi à piston qui vont arriver un peu plus tard. Et là, on a monsieur et madame qui font une pause café. Donc, ce n'est pas que pour monsieur, madame aussi déguste le café. Et puis, les publicités d'aujourd'hui, eh bien, vous voyez que la cafetière est complètement réduite. Elle est toute petite sur l'affiche publicitaire. Elle est logée soit tout en bas, soit dans un coin. On a un slogan, Nespresso What Else, ou le service de Federer incomparable. Et là, on a la star qui prend les 3/4, enfin qui prend au moins la moitié de l'affiche. Donc là, la star est plus importante que la machine elle-même. Et puis, qui dit cuisine, qui dit confort, qui dit cuisiner en plus grande quantité, puisqu'on a des frigos, eh bien, dit éléments pour stocker. Il nous faut des contenants pour garder les aliments plus longtemps. Et là, on a l'arrivée de Tupperware. Qui n'a pas de Tupperware chez soi? Le Tupperware, il est inventé en 1944 par Earl Tupper, qui va fonder la Tupperware Plastic Company. Au départ, les Tupperware, ces boîtes ne sont vendues qu'en grande surface, mais il est compliqué de mettre en avant en fait les qualités de ces contenants. Donc, en 1951, la directrice générale de l'entreprise décide de ne les vendre que par des principes d'atelier et de présentation dans les maisons, avec bien sûr des démonstrations. Donc, on cuisine, on se retrouve, on cuisine ensemble et on voit comment se servir des éléments Tupperware. Donc ici, vous avez 2 affiches publicitaires. La première, la plus ancienne, donc à gauche, vous voyez madame présente dans sa cuisine qui présente toute sa collection de boîtes Tupperware. Les Tupperware, vous voyez, l'encadrent complètement, ça crée comme une fenêtre. Alors, on a des Tupperware de toute taille, de toute forme, de toutes les couleurs, c'est top. J'aime tous mes Tupperware. Voilà, donc elle est ravie, cette dame. La photo d'après, un petit peu plus tard, on est en 2016, la femme est encore au centre avec, toujours pareil, les boîtes tout autour d'elle. Là, ensuite, on se modernise quand même pour Tupperware. Alors, j'aime beaucoup l'affiche de gauche. Franchement, vous me voyez à une réunion Tupperware? Non, c'est sûr, mais ça n'empêche pas d'utiliser quand même des boîtes Tupperware. Donc là, c'est intéressant parce que ça se moque un petit peu de ces réunions entre femmes.
ou en famille pour parler des bienfaits du Tupperware. Et puis la photo, la fiche publicitaire pardon, de droite, intéressante aussi, parce que là, du coup, on voit le couple. Et là, a priori, c'est monsieur qui cuisine, puisque c'est lui qui a le tablier, et c'est madame qui goûte. Voilà, donc on change complètement, on se modernise. Et puis la dernière affiche publicitaire, là, très intéressant aussi, c'est qu'on n'est plus dans l'idée de cuisiner. Là, on voit l'aliment, comment il est stocké, comment il est rangé. Et limite, presque, on ne voit pas la boîte, on ne voit pas le contenant, mais on voit ce qu'on met à l'intérieur. Pour finir, je vais vous parler de quelques affiches sur les produits alimentaires. Donc, les affiches sur le chocolat, il y en a beaucoup. Voilà, 1922, donc Félix Potin, qui est un épicier à la base et qui va lancer une grande ligne de magasins où on va pouvoir trouver de tout. Hein, c'est un épicier. Donc, on a jusqu'à 70 boutiques dans les années 1920 réparties sur tout le territoire. Et donc, il fait des publicités comme celle-ci. Donc là, 1922, bien sûr, on n'hésite pas à comparer le chocolat que l'on mange, qui peut être battu comme chocolat, donc ce fameux clown qui se fait taper sur scène. Voilà, on est dans cette idée-là du double langage qui est très utilisé à cette époque. Ensuite, chocolat, donc encore des affiches Mucha et le chocolat Meunier. J'en ai parlé lors de la dernière conférence, hein, les entreprises Meunier. Vous pourrez revoir sur Boire et Manger la conférence qu'on a eue sur cette chocolaterie. Ensuite, vous avez ici les affiches publicitaires, toujours pareil sur le chocolat, alors là, qui vont mettre en avant donc les produits, bien que Milka, ce qui est intéressant dans leur publicité, c'est qu'ils vont mettre en avant plutôt le lait plutôt que le cacao. Donc, c'est toujours la vache qui est présentée hein, dans la fiche du haut. On voit les vaches en arrière-plan, et puis dans la fiche du bas, donc ce fameux violet pastel qui est reconnaissable. Si on voit ce violet-là, on pense tout de suite à Milka, on n'a même pas besoin de dessiner la vache. Là encore, je vous dis un visuel percutant, une couleur percutante qui permet de reconnaître la marque. Et là, on va mettre le lait en avant et en dessous, on voit la tablette en fait qui sort du moule. Mais vous voyez que le cacao, quelque part, n'est pas représenté. Et puis, sur cette affiche-là, eh c'est l'affiche Côte d'Or, où là, on va présenter vraiment le produit en gros plan et ça donne envie, évidemment, d'en manger. Alors, il n'y a aucune caméra de branchée, donc j'espère que vous n'êtes pas tous partis dans votre cuisine chercher du chocolat. Ensuite, on continue avec les affiches publicitaires des biscuits. Donc là aussi, très belle évolution de l'affiche publicitaire. Les biscuits Lefebvre utiles. Donc le petit beurre, il a été inventé en 1886 par l'entreprise Lefebvre Utile, donc qui existe depuis 1846. C'est une entreprise de Nantes. C'est une entreprise qui se visite. Hein. Les scolaires peuvent faire des visites guidées, les adultes aussi. Et donc, on a ces affiches. Encore une fois, on reconnaît très bien Mucha. Ensuite, on a cet enfant qui est mis au centre de l'affiche. Donc, les petits beurres, voilà, c'est l'écolier qui rentre de l'école et qui fait son goûter. Et puis, autre publicité très moderne, celle-ci, plutôt sur l'imagination. Quand on mange des petits beurres, on a de l'imagination, avec ces affiches très sympathiques où même grand enfant, vous voyez, jeune adulte, on continue quand même à jouer et à imaginer. Donc, c'est nourrir son ventre, les gâteaux, oui, mais c'est nourrir aussi les rêves, les âmes d'enfants et les aventures. Et puis ensuite, on arrive dans cette période des plats tout prêts, pour gagner du temps parce que madame travaille, hein, elle n'est plus femme au foyer, donc il faut cuisiner rapidement pour nourrir toute sa famille. Et là, on va avoir William Saurin, donc je vais finir par quelques marques. William Saurin qui date de 1898, donc ça fait un moment quand même, qui a développé plutôt les plats tout prêts en conserve. Donc là aussi, hein, les enfants à table, c'est madame qui leur sert le produit, donc ils ont l'air d'être ravis de manger ce cassoulet. Ensuite, on a les produits Liebig qui vont travailler plutôt sur les fonds de sauce, les soupes, voilà, les cubes. Donc, ça existe depuis 1847. Et ensuite, on a un petit exemple là des surgelés Findus. Donc là, ça va plutôt développer les surgelés. Donc, ça existe depuis 1862. Et là, affiche très moderne. On a des frites comme chez Mamie, mais sans aller voir Mamie. C'est sympa pour les grands-mères. Et je finis sur ce petit tableau très intéressant que vous pourrez retrouver facilement sur Internet. C'est en fait toutes les marques qui sont liées, puisqu'en fait, il n'y a qu'une dizaine de marques grosses
marques qui existent et de ces 10 marques découlent une multitude de marques. Et bien sûr, on connaît tous les slogans qui percutent. Quand les légumes sont bons, c'est et voilà. Et je vous ai mis un petit florilège de slogans. On arrive facilement à retrouver les points de suspension puisque la publicité aujourd'hui est partout, prend tous les supports et on la voit, sauf quand on dort, mais sinon toute la journée, on peut voir de la publicité. Voilà, je finis par cette petite affiche scolaire également, avec Madame qui cuisine et Monsieur qui vient déguster le plat. Je vous remercie pour votre attention.